Et en réunionnais, la poésie, ça se dit fonker. Littéralement, le fond du cœur. Fonker. Et à La Réunion, on fait des kabars fonker. Pas que des kabars maloya. Alors moi, je suis venue vous apporter un petit peu de fonker. Et je vais commencer par dire quelques extraits d'un poète réunionnais qui a finalé, qui est mort depuis, et qui s'appelle Alain Lorraine. Et son fonker est très important. En plus, ses livres ne sont plus publiés. Donc du coup, je me donne un peu comme mission de partager le fonker d'Alain Lorraine. Mozambique. Mozambique, Saint-Malo, Antadroy, Coromandel. Aux enchères ont été mises les patries de l'ancêtre. Bâtardise dans le sud, fraude dans le langage. Pays abasourdi par ces fureurs venues de la mer. Notre Palestine commence à chaque crise de mémoire. Visage archipel. Des hommes sans nom jetés dans la gueule des cyclones. Hors de Mozambique, sans la tribu des trans. Hors de Coromandel, sans les temples de safran. Hors des récifs de Bretagne, sans la houle des pardons. Des hommes vaincus par le vide des racines. Des hommes sans nom, cueillez les baptêmes amoureux des floraisons massives. C'était un texte d'Alain Lorraine, 2 courts fonker d'Alain Lorraine, qui font partie du recueil Tiens beau le Rhin. Et maintenant, pour Alain Lorraine, qui était un militant communiste qui a fait beaucoup pour la poésie réunionnaise. Et maintenant, un texte dont on est moins l'auteur, qui appelle « Détaque ton langue ». Et ça veut dire « exprime-toi ». Et il pense que nous toutes là, on a un bon peu d'affaires pour exprimer. Et alors, il ne faut pas hésiter à ouvrir grand son gueule en fin de compte. Hein. Détaque ton langue, royaume. Détaque ton langue, waya. Des tics et des tacs. Détaque ton langue, royaume. Détaque ton langue, waya. Des tics et des tacs. Langas éthiques. À où parle la France? À où parle nous de France? Filaz, langaz, rayonner notre causée. Il fait fond de guerre. Il cause intellectuel. Il s'empâte causer, il casse le qui, il fait causer un sens. Mayas, imagination, fonke à cité béton, rhythm and poète, rit, mot valise pour l'avion, mot bagage pour canotte, mot mémoire pour transport. Détaque ton langue, royau. Détaque ton langue, waya. Des tics et des tacs. Slam, salam dans le cabaret. Nous détaque notre langue. Nous tiens beau. Nous rouvre barreau. Nous t'mons pour polémiser. Nous t'mons pour poétiser. Nous t'mons pour polémiser. Nous t'mons pour politiser. Détaque ton langue, royau. Détaque ton langue, roya. Des tics et des tacs. Langas éthiques. Fonker maloya. Notre la cour. Allons mettre ensemble. Ça qui rappe, ça qui rock, qui tient beau, ça qui décolle, qui bebop. Chega, segé ragad style, sound system maker. Bam kalou bam bam maloya. Allons de ta toute langue.
m'a écrit un morceau, m'a écrit un fond de cœur plutôt, quand moi j'étais pas très bien. J'ai déprimé et c'est ce texte qui est venu. Et il appelle patte à terre, pieds nus, marcher. Mon gosier est sec, pas même un coup la raque pour des mavouzali. Mon ziel est sec, pas même un gros piment, il peut rien. Mon cœur il boum boum, il rôde dans affaires. Dans mon masination, un lame la mer, il bat sur les vases. Feuilles, palmiers, les en désordre, cyclone dehors, cyclone en dedans. Mon cœur il se bat sur sentier, n'est un bon peu piquant, mi masse patatea, mi un mot de piton. Quoi ça n'est pour dire, tamarin? L'eau black asphalte, il dévale la pente. Oh ça il est, sentier marron, mi masse patatea, mi ça va bois de neuf, mi ça va portail, mi ça va grand fou. M'a trouve un liam, qu'aime un veine, il rôde l'okier. Un gâtier. Dessous un marin, un nénène, il ballotte tisoubine. Mon zier, il farine de l'eau en l'affection. On a soif, se manquer, Ali sente. Et ça redescendait Maloya, et ça redescendait Maloya. Merci. Un nénène, c'est une nourrice. Ces femmes, du coup, qui étaient nourricières aussi des enfants des colons et qui ont transmis aussi beaucoup la culture et notamment la langue. Est-ce que c'est la langue créole? Est-ce que c'est le réunionnais? Ou est-ce que c'est finalement la langue mémène, puisqu'elles ont beaucoup participé à transmettre? Ce sont des graines de pangui. Je ne sais pas si pour vous c'est ça, mais moi, ça me fait penser à des coquillages qui sont balancés par l'océan.
Je vais vous faire un dernier... En fait, cette fois-ci, une chanson. Et voilà, une compo qui s'appelle Femme et qui est du coup un petit maloya binaire en hommage aux femmes. Me souviens au tendresse bon moment. Me souviens au tsazesse néné. Me souviens où l'odeur m'attend. Me souviens
souviens ça me souviens de l'odeur matronne, me souviens de force ma tante. Quand vous crase la terre, quand vous nous qui à où les gaillards, quand vous crase la terre, quand vous nous qui à où les gaillards, tant est son amour. L'extrémité cadencée, tout ça vous la donne à nous, tout ça vous la donne à nous. Quand vous crase la mer, quand vous nourrit à où les gaillards, tant c'est son amour, pour l'extrémité cadencée, tout ça vous la donne à nous, 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 mon épaules au cœur. C'est là du swag. Ok, Stéphane Ballard, Thierry Galland, Roman Descoffins, Jean-Didier Waro. Maloya, Maloya pas. Maloya! Non, merci beaucoup, merci pour vos oreilles, prêtez vos cœurs à ces moments de poésie. Donc on a la chance d'avoir des auteurs-interprètes parmi nous. Et là on a un autre auteur-interprète. Alors il débute dans le chant, mais ça fait depuis tout petit, il est plus vieux que nous tous dans le Maloya, je crois presque à peu près tout le monde dans la salle. Stéphane Ballard. Voilà, on a plein de surprises pour vous. Tout ça, c'est des choses que vous avez la chance de voir grâce au Laro Café. Merci Stéphane. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Laro. Laroyer. Nous crasons Maloya soir. Hein? Ça va? Il m'a assoit dans le cabaret. Assoit dans le cabaret. Nous sageons Maloya. Il m'a aswadang balgaya, aswadang balgaya, fewa gaya nina. Il m'a aswadang cabaret, aswadang cabaret. Nous saluons Maloya. Il m'a aswadang balgaya, aswadang balgaya, fewa gaya nina. Ul Maloya, danse Maloya, la soirée là, la
monter, papa. L'amour est dans Maloya. N'a-t-il tivali, ça dans notre esprit, Ramoun l'avait bien dit, Maloya t'es pour la vie, oui, n'a pas mal, comme ça les écrit, sans cette l'avait bien dit, Maloya t'es pour la vie, l'amour on est n'a pas Maloya, l'amour on est dans Maloya, l'amour on est dans Maloya, l'amour on est dans Maloya. Ça même nous a dit, mais raconte l'histoire, ça même montré dans notre mémoire. Je suis donc au Lao Café donc, de Romainville et je suis en compagnie de Jean-Didier Oao. Alors Jean-Didier Oao, qu'on ne présente plus puisque c'est un musicien qui a une réputation. Alors Jean-Didier, tu es originaire d'où déjà? Moi, je suis originaire des Yvelines, en France. Voilà, mon père et ma mère sont de l'île de la Réunion. Ils sont venus travailler là dans les années 70. Oui, mes parents ils sont arrivés dans les années 70. Moi, je suis né ici à Sartrouville. Et ton penchant pour la musique est venu d'où? Tu avais des parents qui faisaient de la musique déjà ou Voilà, j'ai mon père qui jouait du clavier, qui chantait déjà en créole. Et puis voilà, assez jeune, il nous a partagé les musiques de la Réunion, les Sega, les Maloya. Et j'ai la chance aussi, j'ai un tonton qui s'appelle Daniel Waro. Voilà, quand il venait en tournée, il prenait le temps de passer à la maison pour nous présenter un peu les instruments, chanter les morceaux, nous apprendre un peu le Maloya. Et puis nous, on allait le voir en concert surtout. Alors le premier instrument qui t'a attiré vraiment, c'est quoi alors? C'est le kayam. Le kayam. D'accord, alors explique-moi c'est quoi exactement Le kayam, c'est un cadre fait avec des tiges de fleurs de canne à sucre. Voilà, et on met des petites graines dedans. Et voilà, c'est dans la famille des hochets. Ah oui, je vois, il est un peu légèrement rectangulaire. Et voilà, il est rectangulaire. Ouais, ouais. Et tu as commencé par cet instrument Voilà, d'abord? j'ai commencé par chanter avec cet instrument. Et ton amour pour la musique, ça s'est décidé vraiment à quel âge? Assez jeune, hein. Assez jeune, j'ai entendu le Maloya. Et assez jeune, c'était une révélation. Voilà. Une révélation. Voilà, le frisson. Et... Oui, vas-y. C'était un frisson. Voilà. Ça a démarré d'un frisson et on essaie de rechercher ce frisson-là dans sa vie. Et puis, il est avec le tambour. Voilà. J'entends souvent les musiciens dire que la musique les a choisis. Qu'en penses-tu? C'est pas eux qui ont choisi la musique, c'est la musique qui les a choisis. Qu'en penses-tu? Voilà, il y a un message, il y a une fréquence. On reçoit quelque chose, on reçoit, comme je dis, on reçoit le frisson. Et ce frisson-là, voilà, c'est comme une caresse. On se sent, même si on est tout seul, on est seul là et on chante un Maloya, on sent les frissons, on sent qu'on n'est pas tout seul. Voilà, on sent qu'on, c'est pas choisi vraiment, mais on sent qu'on fait partie de la famille. Et tu as également un amour pour le tambour. Et oui, l'amour des tambours. Voilà, moi, à La Réunion, on a le rouleur. Hein, c'est un tonneau avec une peau de bœuf, tressé avec une peau de bœuf. Voilà, et de là, on écoute aussi les autres tambours des autres pays. On est amené à découvrir les autres tambours. Voilà, ma femme, elle est de la Martinique. Donc on est amené à découvrir le bélé, les autres rythmiques, les autres danses aussi autour du tambour, les danses de combat. Voilà, on s'intéresse à ça dès qu'on est dans la famille des tambours. Et tes enfants, c'est pareil, c'est la même chose, tu as des enfants? Voilà, j'ai des enfants, j'ai 4 enfants, 3 garçons, une fille. Et ils sont aussi... Voilà, ils aiment le Maloya. Ah ben tu vois, t'as bien transmis. Voilà. On essaie de transmettre, c'est pas facile en France de transmettre le créole, la musique, d'où on sort. C'est pas facile, tout ça. Mon père, il m'a montré un chemin, mais j'essaie de continuer ça avec mes enfants. Eh bien, c'est parfait. Alors, tu fais partie d'un groupe précis ou bien Lianage, c'est l'association qui regroupe tous ces musiciens? Voilà, il y a Thierry Gallon qui nous propose parfois dans l'année des rendez-vous de Lianage. C'est-à-dire, on se rencontre entre Antillais, Réunionnais, puis d'autres familles de tambours aussi, d'autres pays. Voilà, merci Thierry de toujours essayer de se démener pour qu'on se retrouve ensemble et que
derrière ce tambour-là, il y a une manière de vivre, une manière de respirer, une manière de planter les choses, une manière de manger. Voilà, il y a toute une histoire, il y a toute une vie derrière ce tambour-là. Voilà, le chant de Cannes, voilà, comme on dirait chez nous, c'est la vie des chants de Cannes qui est là, qui est mis en valeur, qui a été occulté pendant très très longtemps. Et aujourd'hui, quand on voit la jeunesse qui se réapproprie des instruments, qui joue avec vraiment, ils chantent, ils donnent tout pour... Ils jouent avec le cœur. Ils jouent avec le cœur. Alors, quel conseil tu pourrais donner à tous les jeunes qui veulent s'inscrire dans cette famille, parce que c'est une grande famille, le tambour. Quand on regarde bien, quand tu regardes du tambour du Brésil, le Guyane, partout, quand vous faites des rassemblements, des lianages, on voit qu'il y a vraiment une espèce d'osmose qui se crée, c'est impressionnant quand même. Hein. Oui, voilà, on joue, et puis il y a des facilités, comme parfois on est là, on ne comprend pas le rythme de l'autre et on essaie de comprendre aussi. Voilà, comment il a tourné ça, pourquoi c'est cette manière-là, voilà, on est curieux quand on est tambouillé. Voilà. Et on dit tout de suite, il y a un amalgame qui se fait, parce que la dernière fois j'étais à la péniche de Pantin, et il y avait des groupes différents qui jouaient. Et à un moment j'ai vu qu'il y avait une petite hésitation, et puis après, oh là là, le truc est parti en folie. C'est ça. Tout le monde était dans le même rythme, comme s'il y avait eu un chef d'orchestre qui a dit non, comme c'est cette voix-là, Voilà, et parfois c'est l'ancêtre qui décide. C'est lui, voilà, il y en a un qui est là et il nous dit, voilà, c'est un code. Voilà, une fois que tout le monde a le code, c'est parti. C'est parti. Voilà. Bon, alors, il y a Thierry à côté de nous. Alors Thierry, je profite quand tu es là, mais mets-toi à côté de lui. Un petit peu, ouais. Voilà. Un petit peu. Alors, cet homme, on ne le présente plus. Hein. Thierry Galland, qu'on ne présente plus. Hein. Parce que dans la communauté, ce visage, c'est connu quand même. Hein. Ben parce que je suis le seul blanc dans des musiques de noir, peut-être. C'est peut-être ça, non? Oh, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, on croit qu'ils sont blancs, mais ils ne sont pas blancs. Moi, je suis un... Toi, tu es gris, tu n'es pas blanc. Voilà, on va dire comme ça. Voilà. Donc, entrer en matière, moi, je suis passionné de tambour. Pour me présenter, j'ai consacré ma vie professionnelle au tambour depuis une époque où j'avais encore des cheveux, je crois. Donc, il y a plus de 30 ans. Il y a plus de 30 ans? Oui. Donc, ça fait 30 ans on peut dire que je gagne ma vie exclusivement à partir du tambour. Il y a des insectes qui m'ont pris pour une fleur, pardon. Oui, justement, alors comme je disais à Jean Didier, c'est incroyable de voir la communication qu'il y a entre vous, même venant de différents pays, et comme lorsque vous jouez, merci, il y a une... on a l'impression qu'il y a un chef d'orchestre qui vous dit « hop, c'est parti par là », et des fois c'est des moments de folie, je dis « mais... » Et vous êtes tous dedans, hein. Et il y a même un moment, il y a eu, je crois que c'était ton fils, non? Qui jouait au tambour, non? Exactement. Oh là là là, ça m'a scotché. Toi aussi. La transmission. Ah oui, ça m'a scotché. Ouais. La facilité, puis comment il était dans le rythme, et puis on a l'impression qu'il était connecté. C'est naturel chez lui, depuis petit, c'est naturel. Bon, c'est vrai qu'il a baigné dedans, mais je ne sais même pas si c'est de la transmission. J'ai l'impression parfois qu'il a accès à ma base de données là-dedans. Il a une connexion directe. Normal, hein. Mais c'est incroyable parce que il a un naturel. Il est très naturel. Il fait ça comme si c'était comme s'il avait pissé au biberon, quoi. Ouais. Tu l'as mis sur le chemin. Peut-être un peu. Il y a sa maman aussi qui a mis une deuxième couche. Donc là, maintenant il a tout. Il a la danse en plus avec grâce à sa mère qui est guadeloupéenne. Voilà. Alors Thierry, toi tu fais particulièrement le tambour qui s'appelle... disons, je suis plus connu peut-être dans le tambour K. Peut-être. Mais mon parcours au départ, c'était les tambours, africains. Alors, il y en a des milliers, mais j'ai essayé d'en apprendre plusieurs. Donc, j'ai beaucoup travaillé le djembé. J'ai appris beaucoup de choses au tambour djembé. Après, j'ai rencontré un béninois, donc j'avais appris qui lui-même était intéressé sur pas mal de tambours du Bénin. Après, mon amour du tambour et de la culture vaudou m'a amené à apprendre aussi des rythmes haïtiens. Et en fait, j'ai eu la chance de travailler avec un professeur guadeloupéen qui était déjà à lui tout seul une encyclopédie de la percussion. Donc, j'ai profité pendant 5 ans d'enrichir mon répertoire que j'écoute depuis petit. En fait, depuis petit, je baigne dans ces musiques de mon choix personnel. Hein. Je ne suis pas issu d'une famille de musiciens. Je suis un blanc hexagonal. Mais ce qui est intéressant peut-être par rapport à ton reportage, c'est que moi, j'ai eu la passion du tambour depuis petit.
inexpliqué. Je ne sais pas d'où ça vient, mais j'aime ça. Et j'ai fait des études scientifiques, mais finalement, je me suis orienté professionnellement Pour le tambour. pour le tambour. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà. Après, il vaut mieux que tu interroges des gens qui sont issus de ces cultures-là, parce que moi, je suis une pièce rapportée. C'est une pièce rapportée, mais quand même une pièce qui fait vivre le tambour à Paris. Et c'est important parce que, comme me disait Jean Didier, heureusement que tu es galant, il a. Alors peut-être à un niveau, modestement, moi disons, c'est montrer que on peut être un blanc hexagonal, voilà, et s'intéresser et montrer du respect pour ces musiques-là, voilà, et montrer que ça peut donner des beaux fruits, quoi. Là, tu parlais de mon fils, c'est un beau fruit. Il y a ma fille aussi. C'est un très très beau fruit aussi de cet amour pour le tambour, parce que j'ai rencontré leur mère par rapport à cet amour pour les musiques, ces musiques de résistance que sont le maloya. Donc là, c'était le guoka pour sa mère. Et puis il y en a plein d'autres. À Paris et en Ile-de-France surtout, plus en Ile-de-France d'ailleurs que Paris, on a la chance comme ce soir, de voir beaucoup dans le 93 d'ailleurs. Donc merci au Laro Café de nous accueillir, de voir rayonner ces arts de résistance, voilà, d'accueillir, parce que finalement Paris, à part ponctuellement dans certains festivals, finalement, Il n'y a pas tant que ça, hein. on le voit pas tant que ça. On le voit pas tant que ça par rapport au dynamisme des associations et des artistes qui sont là, qui consacrent leur vie, leur passion, leur temps à le montrer dans toute la France. En particulier la France hexagonale. Là, ils ont fait un super festival, là, par exemple, là, récemment à l'île d'Oléron. Tu vois, nous, on était il n'y a pas très longtemps, on était avec des artistes du Damier dans le Lot. Mais un dynamisme, mais finalement, à Paris, on ne le voit pas tant que ça. Donc, effectivement, peut-être ce que je peux apporter, tu peux apporter cette ouverture, nous montrer que, voilà, sur les petites ouvertures que j'ai, d'essayer de les amener dans des lieux. Donc là, on salue Ça nous par amène exemple. à croire aussi, à dire qu'on peut le Merci. faire aussi. Voilà. C'est ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait se décourager à des moments quand on ne voit pas nos musiques dans les principaux médias. Et heureusement que tu es là, Eddy, j'en profite pour te remercier de ton travail, parce qu'il y a une invisibilisation de nos arts par rapport à, en fait, du dynamisme. Au contraire des communautés créoles en particulier, mais ça serait la même chose dans les communautés africaines. C'est présent le tambour, mais on ne le voit jamais. Ou alors montré sur un jour qui n'est pas le nôtre tel que nous on le pratique, quoi. Sur son côté engagé, son côté résistant, en fait. Parce que dans Il y a un message politique, il ne faut pas se cacher derrière ce tambour. C'est vrai que voilà. Il y a un message de résistance, de pouvoir avoir une révolution aussi, pas forcément on casse tout, on va brûler, on va tuer les gens, on va raser. Non, là c'est une résistance, c'est une révolution où on amène les gens à comprendre, à se dire regardez, on sort de tout, voilà, moi je prends l'exemple de la Réunion, le maloya. C'est une musique, voilà, elle ne s'est pas faite sans les esclaves, elle ne s'est pas faite sans le maître, elles ne sont pas faites sans les engagés, elle ne s'est pas faite sans les libres. Voilà, c'est tout le monde ensemble. Voilà. Un esclave, il n'était pas insensible à la musique du maître, et le maître, il n'était pas insensible à la musique de l'esclave. Bien souvent, même les maîtres prenaient des esclaves pour venir jouer les guitares et tout ça, parce qu'ils n'avaient pas, eux-mêmes, ils ne savaient pas jouer les instruments. Et voilà, et dans la musique noire, ils avaient la facilité de prendre une guitare et trouver, ou un accordéon et trouver tout de suite la ligne. Voilà. Oui, et puis le tambour a toujours été un instrument de communication. Très bien. Parce que quand tu regardes en Afrique, Thierry, tu es bien passé pour le savoir, les gens communiquaient souvent avec un tambour, d'un village à un autre. Et donc, c'est là que tu vois que quand même le tambour a son histoire. Et le tambour doit figurer quand même dans notre histoire, parce que c'est important. C'est fou comment ça s'est transmis dans nos musiques, en fait. Ah ouais. Parce qu'on le voit à chaque fois qu'il y a un mouvement justement politique, le tambour est là, que ça soit en Guadeloupe, Martinique. Réunion, c'est pareil, c'est le maloya, il est là, il est présent. Ouais, avec les Haïtiens, avec nos amis haïtiens, c'est la même chose. On voit que Et puis d'ailleurs, il semblerait même qu'ils aient, dès le départ du mouvement, la cérémonie du bois caïman, le tambour était là. Ouais. Donc c'est... Pour moi, c'est
ça me donne de l'espoir parce qu'en ce moment on voit qu'on nous rogne sur nos libertés, qu'on a besoin aussi de cette force-là parce qu'on a l'impression qu'on est déshumanisé, qu'on n'a plus de sens, on ne sait plus quels sont les repères de notre société dans laquelle on vit. Et le tambour, je pense que... rassemble les gens. C'est un outil de rassemblement, mais avec effectivement ces valeurs éthiques qu'il y avait au temps de l'esclavage où les gens n'avaient pas le choix. Il fallait mettre en commun, il fallait être solidaire, il fallait aussi avoir la force de garder sa dignité humaine. Moi, ça m'inspire beaucoup parce qu'on a été... on est déshumanisé, je trouve, nos tambours en particulier, que ce soit Maloya, Guoka, où on a des amis martiniquais, haïtiens qui sont dans le collectif. Et nos tambours, ils nous réhumanisent, ils nous donnent cette force et cette verticalité, alors que la société a plutôt tendance à nous dire qu'on est remplaçable quand on est dans le marché du travail, on ne vaut rien. Effectivement, comme tu m'évoquais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait nos musiques ne sont pas des musiques. Ton témoignage que tu avais au Salon de l'Agriculture. Alors, si la musique, c'est pas de donner des émotions et un sens à notre humanité, je pense que nos musiques au tambour, les musiques au tambour sont vraiment dans cette gamme-là. C'est tout à fait vrai parce que je ne sais pas si tu te rappelles dans l'histoire, lorsque les maîtres avaient des esclaves, le seul moment de joie qu'ils avaient les esclaves, c'est quand ils jouaient au tambour. Et à ce moment-là, le maître leur laissait des bouteilles de rhum pour boire. Et il y a beaucoup de films sur l'esclavage qui en parlent. Donc c'est pour te dire que le tambour a toujours été une institution du peuple noir, une institution. Et c'est d'autant plus fort que c'est qu'ils faisaient croire aux maîtres qu'ils s'amusaient, alors qu'en fait qu'ils étaient en train de profiter de ce moment-là pour faire du marronnage culturel, pour montrer que en fait on garde une survivance de l'Afrique, comme tu dis, sur la fonction du tambour. Voilà. Mais c'est comme dit mon ami Justin avec lequel on fait, voilà, ou way ou pas way. Si tu crois que tu as vu quelque chose, on est là en train de s'amuser, des musiques de divertissement, et en vérité il y a le message caché, qui est même des fois dans la parole, ce n'est pas clairement dit, mais il y a un sens caché. Et peut-être qu'on va être obligé, avec tout ce contrôle des médias, si jamais nos données personnelles est tombées entre les mains de quelqu'un de mal intentionné, on va peut-être être obligé de retourner à ces cultures de marronnage, de savoir cacher, de rester dans quelque chose où tu crois que tu as vu quelque chose, mais en vérité, il y a une autre dimension derrière. Parfois, il y a même une troisième couche, comme en Afrique, dans les paroles du conteur. De cette façon de jouer sur les moments où enfin on a le droit à la parole, voilà. Mais en vérité il y a toujours un fondement qui est cette racine africaine. Pour nos musiques au tambour, en tout cas celles que nous on pratique, moi je le sens très très fort. Ah oui, et je me dis mais peut-être on va en avoir de plus en plus besoin. En fait, c'est pas des musiques du passé, c'est des musiques qui ont des valeurs, parce que c'est des musiques qui servent aussi aux communautés à faire une agriculture qui est respectueuse, qui est en lien avec l'environnement. Nos musiques, elles nous permettent tout ça. Elles sont dans les coups de main, elles sont dans les lassotais en Martinique. Oui. Elles sont... Nos grands-parents, ils faisaient de l'écologie depuis avant. Hein. Il n'y avait pas besoin de... Permaculture, c'est avant le nom. Il n'y avait pas d'engrais, il n'y avait pas de pesticides, il n'y avait pas de fongicides. Qui rythmait tout ça. Et pourtant, ils faisaient bien à manger. Et oui. Et dans cette association du vivant, voilà qu'on retrouve. Je me dis, et même regarde, là, il y a un instrument qui passe avec Stella. L'instrument, tu peux nous le montrer? C'est justement l'instrument. C'est fait avec la nature. C'est des tiges de fleurs de canne. Voilà, c'est exactement l'instrument que tu me parlais. Voilà. Avec les graines de conflore. C'est entièrement naturel. Là, voilà. Et comme ça, je laisse ma place à Stella. Parce que Yinyanka, c'est les hommes et les femmes. Alors, Stella. Ouais. Et ben ça, c'est le kayam. Et le kayam, il est fait avec des tiges de fleurs de canne. Et à l'intérieur, il y a des graines. Et là, il se trouve que c'est des graines de conflore.
souvent Banaï utilise les graines de conflore. Et Ouais. Ah oui, ça fait comme de la pluie. bah, il fait un peu le bâton de pluie, il fait un peu le son de l'océan aussi. Et quand tu le joues, ça fait comme un chacha. Et du coup, c'est un hocher. C'est un hocher. C'est un hocher, c'est comme un chacha. Ouais. Et il se joue à l'horizontale. Ça, c'est un rythme binaire. Et sinon, nous, on joue plutôt en ternaire. Et là, voilà, ça, le kayam. Et en fin de compte, le kayam, c'est vrai qu'en tout cas pour moi, ça a été aussi l'instrument par lequel j'ai commencé. Tu as commencé à quel âge? Moi, j'ai commencé tard. J'ai commencé tard parce que moi, je suis née en Hexagone. Et moi, j'avais point de rapport trop avec mon famille de La Réunion. Et en fin de compte, c'est beaucoup avec le collectif Section Maloya que j'ai pu apprendre. Parce que en fait, Section Maloya, ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils font des choses sur l'île de France. Et ils faisaient aussi des masterclass, des ateliers de découverte, puis des ateliers ensuite pour ceux qui allaient un peu plus loin. Puis c'est aussi un groupe, Section Maloya. Et en fin de compte, c'était Laurent Vélia, Jean-Didier Waro, ils étaient là depuis le début. C'est eux qui ont monté ce collectif, cet assaut. Et moi et beaucoup de camarades d'Île-de-France, on a commencé avec eux à apprendre. Et depuis, on prend un petit peu notre envol. Tu as mis combien de temps pour apprendre à jouer de cet instrument? Parce que c'est pas si facile que ça. Hein, non, c'est assez difficile. Moi, j'apprends encore. Hein. Donc, je peux pas dire que... Non, moi, je suis toujours dans un apprentissage. Et, mais c'est un instrument que tu n'as jamais touché quand tu étais plus jeune? Non, moi, non. Et en fait, le maloya non plus. À l'époque, quand j'étais marmaille, que j'allais à La Réunion, j'entendais la radio, beaucoup de zouk, de Sega, pas tant de maloya. Le maloya est revenu aussi un petit peu sur les ondes un peu plus tard. Et aujourd'hui, à La Réunion, le maloya, il prend quand même plus d'espace. Hein. Notamment, je pense, depuis le temps qu'il a été reconnu aussi comme patrimoine immatériel à l'UNESCO. Ouais. Et à part cet instrument, tu fais quoi? Tu chantes également? Alors moi, je commence par le chant en fin de compte. D'accord. Moi, je chante d'abord. Et dans le maloya, comme dans le ruoka, c'est un système de questions-réponses. Hein. Donc il y a un lead vocal et des réponses. Voilà. Et donc j'ai commencé par le chant en m'accompagnant avec le kayam. Et puis au fur et à mesure, je teste les autres instruments. Donc tu t'essaies au tambour Oui, je m'entraîne à la maison. Depuis quelques temps, nous on a monté aussi ce qu'on appelle le rond-forme pour pouvoir apprendre et s'auto-transmettre des choses entre femmes. D'accord. Voilà. Donc, ça fait 1 an, nous, qu'on se réunit entre femmes. Et vous faites ça une fois par semaine? Non, on fait ça tous les 15 jours à peu près. Non, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ouais. Pour la première année, là, on est contents. Et vous jouez, quand vous faites ça, vous jouez quel instrument? Eh ben, on a tout de la section rythmique, donc le rouleur, le sati, le kayam, et il y a une sorte de tibois, le piqueur. Et actuellement, nous, on n'a pas de piqueur, il faut qu'on rôde un piqueur. Et sinon, il y a le triangle, on peut rajouter le triangle. Il y a le bob aussi, qui est l'arc musical, qui est le cousin du berimbau. Et voilà. Et vous faites ça quand? C'est au Paris même? Nous, on fait ça les week-ends, souvent plutôt les dimanches. Et quand c'est les beaux jours, on fait ça au parc de la Villette, par exemple. D'accord, mais il faudrait m'inviter un de ces quatre à venir. Eh bien, tout à fait, dit. Pour venir faire ça, parce que ça fait un témoignage de plus. Et quel encouragement pourrais-tu donner aux jeunes femmes? Parce que tu es une femme, aux jeunes femmes de nos jours, puisque certaines ont des fois peur de s'exprimer. En fait, c'est vrai qu'en fin de compte, c'est pas si évident pour les femmes parce que bien souvent, les hommes, du coup, ont appris souvent à jouer le tambour plus que les femmes. Et c'est vrai qu'après, pour les femmes, d'aller prendre le tambour ou les autres instruments, c'est pas toujours facile. Mais moi, midi, en fin de compte, faut aller. Parce que pour apprendre, il faut faire. Et du coup, il y a des moments comme ça, soit les ronds, soit les moments de cabas. Même si
on connaît pas trop bien jouer, bah c'est pas grave, on se met un peu plus derrière, on joue un peu moins fort, mais au moins on fait. Et c'est comme ça que ça vient. Et puis ça vient dans l'oreille, ça vient dans le corps. Et puis en plus, comme c'est des chants avec des questions-réponses, on peut écouter la question et y répondre, quoi. Voilà. Puis, vous avez aussi l'avantage d'avoir entendu cette musique petite. Et ça reste, hein? Ben moi, pas tant, mais il y en a des mouns qui, eux, connaissent depuis longtemps. Et du coup, faut aller, faut pas hésiter. Voilà. Ouais, voilà. Eh bien, je te remercie. Ben, avec plaisir. Hein. Thierry Agnoli, qui est un joueur de goka. Tu fais du goka, mais tu fais d'autres instruments également. Tu chantes aussi? Je chante aussi. Oui. Alors, je te laisse te présenter. Donc, je suis Thierry Agnoli. Je suis un jeune homme de 63 ans. Seulement. Et donc oui, je joue du goka, je joue un petit peu de piano en autodidacte. Je ne l'ai pas étudié. Ouais. Et donc tu as commencé à quel âge? Alors le goka c'est relativement tardif. En fait j'ai eu un premier contact pendant mon enfance. En fait, et c'est quelque chose qui... Ton enfance c'est à peu près, si tu es vers quel âge à peu près? À peu près vers 6-7 ans. 6-7 ans, ouais. Donc j'ai découvert cette musique à cet âge-là. Tu étais où à ce moment? Alors j'étais en métropole en fait. D'accord. C'était lors d'un bal du 14 juillet où je ne sais pas quelles circonstances avaient amené un groupe antillais à être là. Et tu as entendu la musique? Et en fait le tambour m'a pris au trip. Ah. Le tambour m'a pris au trip et en fait je suis ici d'une famille martiniquaise. Donc pas d'une famille de béquets, mais d'une famille noire martiniquaise. Ouais. Donc je suis ce qu'on appelle un carteron. Oui, tout à fait. Et dans ma famille, on était plutôt éloigné de notre culture. Mon grand-père voulait qu'on soit plus blanc que les blancs. Ah. Il avait besoin qu'on s'élève socialement et je pense que c'était sa vérité. Et donc à cette époque-là, on était tenu très très loin de la langue créole, de la culture créole. Donc ce moment-là, en fait, je pense que ça a été une révélation pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours eu envie de m'approcher du tambour, d'en jouer. Et ça a pris un certain temps avant que je commence à en jouer vraiment. C'est une force, hein? Et elle t'attire, hein? En fait, j'ai commencé à toucher au tambour pour la première fois au moment de l'adolescence. Mais c'était vraiment... je jouais pas, j'étais avec des copains qui avaient des tambours. Et c'est là où je me suis ouvert à ma créolité, en fait. Je me suis ouvert à la langue. Ouais. Et je me suis ouvert à la langue plus qu'il ne fallait. T'as rencontré de l'opposition de la famille ou pas? Non, j'ai pas rencontré d'opposition, mais j'ai en fait de la surprise plus que de l'opposition. Ah. Parce que pour mon grand-père, il fallait pas parler créole. Et donc, il y a eu une époque où mon papa qui était militaire a été envoyé au Gabon pendant quelques années. Et donc, on a été rapatrié en Martinique pendant cette période-là. Et c'est une période où le fait d'avoir été déraciné comme ça du jour au lendemain, ça a fait de moi une espèce de diable. Et en fait, l'attitude que j'avais à l'époque était... Je pense que si mes enfants l'avaient, je ne l'accepterais pas. Donc elle était inacceptable pour tous. Et pour arriver à remédier à ça, à me remettre dans le droit chemin, on m'a envoyé en Guadeloupe chez une tante. Ah. Et là, j'étais réellement près du tambour. Tu vois, comme quoi des fois c'est incroyable. Hein. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Hein. On t'éloigne et c'est à ce moment-là où vraiment j'ai pris contact avec le tambour. Donc ça a été un épisode de ma vie où il y a eu la naissance de quelque chose en fait. La naissance d'une symbiose entre l'instrument et moi. Je ne jouais pas encore en fait à ce moment-là. Je choquais comme on dit. Oui. C'est normal, mais... Donc, mais c'est entré en moi à ce moment-là, en fait. Et par la suite, donc, lorsqu'on a été rapatrié en métropole, c'est resté en moi, mais j'ai pas joué de suite. Il s'est passé un paquet d'années avant que je n'y revienne, en fait. J'étais occupé par j'avais d'autres occupations. Je faisais du sport à un niveau intéressant, donc ça me prenait pas mal de temps.
Puis à un moment, ça s'est arrêté. Et quand ça s'est arrêté, j'ai dit c'est là. C'est le moment. Là, c'est le moment et je suis revenu au tambour. Et donc, tu as intégré un groupe? Donc j'ai intégré un groupe, le groupe Colibri des Îles, qui est basé à Aubervilliers, avec qui je collabore toujours. Je suis aussi passé par le groupe Amis des Îles, qui est à Villeneuve-la-Garenne, donc pendant quelques années. Et j'ai surtout fréquenté des excellents tambouillers, Jordan Mozart notamment, dont le papa est un grand artiste guadeloupéen. Et avec ce garçon-là qui a l'âge de mes enfants, j'ai énormément appris. Et maintenant, quand tu es avec toute cette base que tu as acquise, le tambour est devenu pour toi, n'est pas seulement un symbole, mais c'est devenu quelque chose de... En fait, il a pris tout son sens parce que le fait de dépasser l'état de l'instrument pour comprendre le lien qu'il a avec les populations guadeloupéennes d'aujourd'hui, la population esclavisée d'une certaine époque, en fait, ça change ta vision de l'instrument. Ouais. Et j'ai appris à les fabriquer aussi depuis. Voilà, justement, je voulais en revenir là. Parce que Thierry m'a dit que tu fabriques des tambours. Je fabrique des tambours. Alors, lesquels que tu fabriques exactement? Donc, je fabrique des cas. Des cas. Je fabrique aussi, je transforme des djembés en djembé-cas. Mais je fabrique des cas. Alors, je fabrique pas des cas comme on les fabrique en Guadeloupe, avec la fabrication totale des douelles, du tonneau. Ouais. Moi, je pars d'une base de tonneaux de récup, tonneaux de vin. Et à partir de ces tonneaux-là, je fabrique des instruments. Du tonneau de vin? Enfin, de vin, de tout ce qu'on veut, dans la mesure où le fût a le diamètre qui nous convient pour faire un tambour. Ouais. Donc, à partir de là, j'utilise ces matériaux-là pour pouvoir en sortir, leur donner une seconde vie et les transformer en cas. Et tu utilises quoi comme peau? De la peau de cabri. Cabri. C'est une peau qui est, justement, c'est la question que je te posais, parce que toi tu fabriques des tambours. Pourquoi beaucoup d'artistes choisissent souvent la peau de cabri? C'est à cause de la sonorité ou disons que c'est une peau qui est facile à travailler, elle a une belle sonorité. On peut quasiment tout en faire. On peut faire des boulas. Alors, il y a le choix, effectivement, il y a le choix de l'épaisseur de la peau qui est très très important en fonction du type d'instrument qu'on veut définir. Mais à partir des 3 épaisseurs possibles de peau, on arrive à faire des tambours qui peuvent être ou boula, ou marqueur, ou voire les deux. Donne-moi justement, toi qui fais le tambour, des explications. Parce que quand tu parles de boula, des marqueurs, définis-moi chaque instrument pour quelle raison ils ont ce nom. Parce que c'est vrai que quand tu vois le gars qui fait le marquage, la sonorité est différente. Hein, explique-moi. Donc la sonorité, elle est différente. Donc d'une part par la tension de la peau. Un boula, il est toujours très peu tendu. On lui donne la tension qu'il faut pour arriver à sortir les notes. Souvent, on a une peau qu'on dit molle pour avoir un tambour qui ronfle. Donc un peu basse? Ouais, on a de la basse. Donc il faut qu'on ait les notes, en fait les 3 notes. Mais en fonction de ce qu'on recherche, on va laisser la peau ronfler. Donc ne pas l'attendre trop pour avoir un groove. En fait, c'est ce qui va lui donner du groove. Plus elle va être tendue, plus la note va être sèche. Et quand on l'attend à l'extrême, en fonction du type de peau, on a le marqueur avec des sonorités beaucoup plus aiguës. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment beau, hein. Donc moi, les marqueurs en général, comme le marqueur que Thierry va utiliser ce soir, ouais, je les monte avec des pots avec une épaisseur moyenne qui vont leur donner des notes qui vont être très très chaudes. Donc on va avoir les 3 notes et on va avoir une certaine profondeur dans les notes. On n'aura pas que de l'aigu en fait. Mais tu auras un mélange. Voilà, on pourra réellement entendre 3 notes, basse, médium, aigu. Et il y aura vraiment une profondeur dans la note, une note chaude et pas des notes qui claquent. Alors, toi tu fais de la musique, est-ce que tes enfants font la musique également? Mes enfants font de la musique également. Donc ils jouent du tambour Alors ils ont des tambours, mais ils jouent plutôt de la guitare, du piano. Guitare, piano, ok, bon, ils sont musiciens. Ils sont musiciens. Alors quel conseil pourrais-tu donner à la nouvelle génération qui vit à Paris? Alors, je suis né en métropole, je suis né en métropole, je suis parti au pays et revenu en France. Voilà. Donc tu as fait quand même un exil dans les deux sens. Voilà. Et tu es quand même revenu au tambour. Alors quel conseil pourrais-tu donner à ceux qui naissent par exemple dans la région parisienne
qui ont des parents antillais. Alors, le conseil, je ne le donnerai pas aux enfants, je le donnerai plutôt aux parents. Aux parents. Déjà, ne les freinez pas dans leur créolité. C'est leurs racines. Et les racines sont butins, nous pas oublier. Voilà, ça reviendra. C'est ce qui est en nous, c'est ce qu'on a profondément ancré en nous, c'est ce qui fait qui on est. Et on ne doit pas détacher nos enfants de ça. On doit garder en mémoire notre histoire, on doit garder en mémoire nos souffrances, parce que c'est ça qui nous construit, c'est ça qui fait qu'on est des gens résistants, c'est ça qui fait qu'on est des gens avec une certaine vision du monde et qu'on n'est pas capable à tout accepter. Et en fait, élever nos enfants dans un autre sens, ça risque de faire d'eux des moutons, ça risque de faire d'eux des gens qui vont plus rien comprendre à leur culture et qui vont laisser des choses se faire, comme on peut le voir aujourd'hui en Guadeloupe, en Martinique, où on est en lutte permanente pour quasiment tout. On est en lutte pour notre reconnaissance en tant que citoyen, on est en lutte pour avoir un accès sanitaire correct, de l'eau dans nos robinets, pour avoir le droit de cultiver nos terres et de ne pas subir le chlordécone, de ne pas subir toutes les saloperies qu'on a mis dans la terre. Si on détache nos enfants de cette culture-là, on va leur faire avaler tout ce qu'on veut. Et demain, la population de nos îles, elle sera blanche comme moi, et elle vivra comme les blancs d'ici. Et on sera effacé. Qui est Guadeloupéen, qui Martinique, qui Guyanais, nous qui est effacé. Donc, tu es pour que cet instrument même, ce serait bien qu'on l'enseigne dans certaines écoles. Cet instrument, il est enseigné en Guadeloupe, dans les écoles. Il est enseigné dans certaines écoles à Paris. Il est notamment enseigné au Conservatoire national de Paris. Ce serait bien de généraliser la chose. Il il intègre les écoles parce que notamment, donc il intègre les écoles aussi de l'Île-de-France parce que Thierry fait un gros travail là-dessus. Je disais donc que l'enseignement de cette culture, elle commence à entrer dans les écoles. Depuis quelques années, donc Thierry Galland fait des animations dans les écoles de l'Île-de-France. Il a une activité qui est phénoménale pour diffuser cette culture. Moi, j'ai travaillé quelques fois avec lui justement sur des animations d'école. Et je trouve que c'est un peu dommage que les artistes antillais du Broca n'entrent pas dans cette voie-là. Parce que, en fait, actuellement, on s'enorgueillit de l'entrée du Broca au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais par contre, on ne veut pas le diffuser en dehors de nos communautés. Ah oui, ça c'est un gros problème. Et ça me pose également un problème. Parce que il m'est arrivé une fois d'être en concert, pour l'exemple, et on termine la prestation. C'était une prestation qui était sponsorisée par Espace FM. Et Justin Lafilo vient me voir, il me dit « Thierry, ne vous levez pas, restez là ». Moi, naïvement, je pensais que les gens voulaient entendre un morceau de plus, qu'on allait rejouer. Et là, il vient à côté de moi, il me dit « Thierry, dans la salle, il y a des gens qui m'interrogent, qui me demandent pourquoi un blanc est assis sur le tambour. » Et là, j'étais tellement surpris, j'ai dit « Justin, mais pas sérieux. Mais oui, pourquoi posez-moi une question comme ça ?» Mais oui. En plus, on ne comprend pas les créoles. Donc j'ai pris le micro, j'ai dit « Bon micro, là, pour une baillot. » Et j'ai dit aux gens dans la salle, tous ceux qui ne parlent pas créole, approchez-vous des gens qui parlent créole. Et après, il y a un créole. Je me dis, mais tous ces petits gens métis qui courir en salle là, j'ai expliqué qui côté au sorti, qui est qui en cette taille. Parce que là, on voit des mains arriver, il y a des maillons blancs, il y a des petits gens blancs. Laissez ces petits gens là, ça y est, c'est en tambour. Ils ont carrément demandé qui ça aura fait ce tambour là. Expliquez là, ils sont sortis, qui est dans cette taille. Parce que son bitin, ou va proposer moi, si c'est moi qui ai posé vous en question comme ça, ou t'es dit moi, t'es raciste. Pourquoi? Et le problème de ce genre de questions, moi je trouve que ça n'a pas de rapport avec... Non, mais ça n'a pas de sens surtout. Ça n'a pas de sens. Est-ce que musicalement, la musique a une couleur? Non. Est-ce que, personnellement,
Même si c'est des blancs de métropole qui vont jouer qui vont jouer la musique de la Guadeloupe. Depuis, ils ont fait bien. Mais oui. Ils ont fait bien, ils ont tranquille qui azote. Mais normalement, c'est quelque chose qui est bien, c'est extraordinaire. On doit être fier de ça. Bah oui, c'est un partage. On doit être fier de ça. Oui. Et je me rappelle que j'avais eu une discussion une fois avec Joël Nankin sur la place de la Victoire. Je lui ai demandé de me faire un t-shirt et j'étais arrivé avec un t-shirt peint, mais pas par Joël Nankin, par un gars qui était en France et qui a monté la marque Negaka. Depuis, il est reparti en Guadeloupe. Et quand Joël a vu le t-shirt, je lui ai dit, ouais, je sais, c'est pas toi qui l'as fait. Il me dit, mais moi, ça me dérange pas. Si quelqu'un fait quelque chose que moi j'ai initié, c'est pas, pour moi, il copie pas, il reproduit quelque chose qu'il a trouvé bon. Donc si on me copie, c'est que c'était bon. Et il en reste là, en fait. Et personnellement, je trouve que on peut être content d'entendre le Gros Cas joué par des Guadeloupéens, on peut être content d'entendre le Gros Cas joué par des Blancs, comme on est content de voir le Gros Cas joué par des Japonais. Exactement, c'est ce que j'allais te dire. Parce que là, c'est les Japonais qui ont joué, ouais. Nous contents. Ah ouais. Et pourquoi nous contents? Yobaneg, pourquoi nous contents? Oui. Notre musique, notre culture et voyage. Donc c'est important. Donc c'est important aussi de laisser la musique s'ouvrir aux autres. Et puis après, de la laisser évoluer aussi, parce que je pense que c'est un art effectivement, un outil de résistance millénaire, c'est un vecteur de communication entre les peuples entiers, mais à côté de ça, c'est un outil qui est vivant. Il est vivant. Et donc il va évoluer. Le Gros Cas qu'on joue aujourd'hui, c'est pas le Gros Cas qu'on jouait il y a 50 ans, c'est autre chose. Ça a la même essence, ça a la même nature, mais c'est autre chose. Son rôle, c'est toujours de rassembler. Voilà, le rôle, c'est toujours de rassembler. Lorsque tu vas dans Aléros, on retrouve ce rassemblement, on retrouve cette symbiose entre les gens. Et c'est ça qui est important pour nous. Et de garder ça, et de lui donner la fonction qu'il aurait toujours dû avoir, de rassembler, de fédérer, et d'amener les gens à être ensemble autour d'une même cause. Exactement. Un dernier petit mot, qu'est-ce que tu veux rajouter? Bah écoute, j'espère que le concert se passera bien et ça c'est important pour nous. Je pense que si. Et il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et que la musique soit. Et que la lumière soit. Merci Thierry. Je t'en prie. Donc je suis avec Laurent Boissel. Laurent Boissel qui est musicien également, qui est un tambouillé. Tambouillé, voilà. Alors Laurent, je te laisse t'exprimer, vas-y, parle-moi de toi, de ton parcours, de ton profil. Ben, moi Laurent Boissel, donc moi c'est un Guadeloupéen, hein, donc j'ai vécu en Guadeloupe donc jusqu'à l'âge de 18 ans. Hein. Après, à partir de l'âge de 2 ans. Voilà, jusqu'à l'âge de 18 ans, ouais. Et après je suis venu faire mes études à Paris. Et en fait, j'ai jamais joué de tambour en Guadeloupe. Quand j'étais là-bas, en fait, moi, j'étais qu'à écouter tambour, tu vois, mais pas qu'à jouer tambour. Donc, c'est quand je suis arrivé ici, un jour, en passant à Châtelet-Les-Halles, il y avait des gens qui jouaient le Gros Cas là, et là, c'est là que je me suis rendu compte qu'il me manquait, voilà. Et ça t'est venu comme ça? Ça me manquait, voilà. Et donc, j'ai commencé à jouer ici, en fait, quand j'étais ici. À l'âge de 18 ans. Voilà, donc j'ai commencé à jouer, j'avais déjà un peu plus, je devais avoir la vingtaine un peu. La vingtaine, oui. Mais tu vois, comme je disais justement à Thierry, il y a toujours un rappel, parce que lui il m'a dit qu'il a commencé très tard aussi, il y a toujours un rappel, et pourtant c'est une musique qu'il a entendue. Voilà, mais c'est une musique que j'ai entendue pendant toute mon enfance en fait. Ouais. Voilà, c'est l'arrivée ici dedans. Après c'était plus fort que toi. C'était quand manqué moins, donc voilà, c'était jouer Gros Cas. Et lorsque donc à 20 ans tu t'intéresses vraiment au tambour? Voilà, donc j'ai commencé j'ai commencé à prendre des cours, c'était au Théâtre de l'Air Nouveau. Et c'était Dominique Tolio qui donnait les cours, donc, qui était le prof. Après, Dominique a monté une structure, l'école Balcouta. Donc après, j'ai pris des cours à l'école Balcouta. Donc, après, Dominique a monté un groupe aussi qui s'appelait, à l'époque, c'était Kinteka. Kinteka, oui. Kinteka, oui. Donc j'ai joué, donc on a joué dans Kinteka. Après, j'ai joué avec Caspirit, Dominique Tolio, toujours, hein, qui avait monté une structure, Caspirit. Donc, j'ai joué dans Caspirit.
Et puis après, voilà, j'ai continué à jouer après avec DNK, donc une association, un groupe de danse en fait. Et puis voilà, et puis je continue à jouer avec Thierry, avec... Voilà. Alors, est-ce que c'était compliqué d'apprendre le tambour pour toi ou parce que quand on est né avec cette musique-là dans la tête? Non, voilà, c'est plus facile parce qu'on a déjà, on a déjà le rythme, on l'a déjà tellement entendu que en fait, c'est plus facile pour... c'est plus facile en fait quand on l'a déjà beaucoup écouté, en fait, c'est plus facile pour apprendre. En fait. Il y a des difficultés quand tu t'es ingéré, par exemple, quand tu as vu les Antillais qui jouaient à Châtelet-Léal, tu as été les voir, tu dis écoutez, je vais refaire un petit coup. Alors c'est vrai que là, on a dit bon gars, ils sont blancs, on dirait pas un Guadeloupéen, mais en fait, il y a effectivement cette barrière-là qui est difficile à franchir, mais bon, après, une fois qu'on commence à discuter avec les gens et tout, y a pas de, la barrière saute vite en fait, la barrière de la couleur de la peau, voilà. Quand on dit faut pas juger un monde si coule la peau, et en fait, et les Oahu commencent à jouer tambour. Voilà, depuis ils entendent moins parler créole, ils voient qu'en sont guadeloupéens, donc voilà. Et puis après il y a plus cette barrière-là en fait. L'instrument lui-même, c'est lequel que tu fais, le cas? Le cas, ouais. Le cas. Et maintenant, bon, je t'ai pas demandé ton âge, mais maintenant, ça fait avec 30 ans, maintenant tu fais du tambour? Voilà, maintenant j'ai 55 ans, hein, donc c'est pas... Ça fait à peu près 30 ans? Voilà, 30 ans de tambour. Voilà. Alors, cette expérience t'a emmené vers différents horizons? Puisque tu arrives à jouer avec des Brésiliens, tu joues avec des Guyanais, des Africains. Ah ben avec Thierry, on joue avec tout le monde. Donc c'est ça qui est bien d'ailleurs, c'est qu'on s'imprègne aussi un peu de la culture de tout le monde, de la Réunion. Alors, justement, qu'est-ce que ça t'a apporté justement, ces différentes expériences? Ben c'est bien, ça apporte parfois, quand on est au marquage, parfois il y a des inspirations qui viennent, comme on entend un peu autre chose, c'est bien d'écouter un peu tout, de l'afro, d'écouter... Ça permet de sortir un peu des phrases traditionnelles qu'on fait tout le temps en fait. C'est souvent les mêmes phrases en fait le gros cas, et donc ça permet justement de trouver un peu, de développer un peu autre chose. Donc, alors la question que j'ai posée à tout le monde, si tu avais un conseil à donner à la nouvelle génération qui vit à Paris, ce serait quoi? Alors là, des conseils, moi c'est difficile. Moi-même, j'ai pas réussi à motiver. Moi, j'ai 2 enfants, hein. Donc bon, ils sont nés ici, ils vivent ici. J'ai pas réussi à leur transmettre l'amour du tambour. Oui, mais ils ont plus le temps. Pour moi, c'était plus facile parce que j'ai vécu en Guadeloupe, j'étais dans le milieu. Eux, ils vivent à Paris, en région parisienne. Et ils jouent pas d'instruments? Non. Enfin, ils ont fait un peu de guitare, mais bon. Mais ça viendra. Tôt ou tard, ça va venir. Mais peut-être que ça viendra comme moi, hein, d'ailleurs. Moi, c'est venu sur le tard, hein, donc voilà. Ah oui, parce que espérons. Tu es né avec ça, et puis de toute façon, c'est dans ton esprit. Hein. Donc, te voir jouer, mais ils viennent quand même te voir jouer, tes enfants. Oui. Ça viendra, t'inquiète pas. Ça viendra. Alors, je vois que Thierry fait souvent des lianages. Et ça permet de rencontrer différentes cultures. Tu m'as dit que ça t'apporte énormément. Alors, au niveau pédagogique même, on peut parler de l'apport du tambour au niveau pédagogique de façon comment? De toute manière, le tambour, en fait, c'est un instrument qui a l'air assez abordable comme ça. On a l'impression que c'est facile, en fait. Mais alors qu'en fait, c'est un instrument qui demande beaucoup de travail. Donc effectivement, ce que je conseille, c'est de prendre des cours déjà au départ, de prendre des cours dans des associations. Il y a plein d'associations antillaises qui donnent des cours de tambour. Donc c'est au départ de prendre des cours et après d'écouter beaucoup, d'écouter du gros cas. Si on veut progresser, après, voilà, et de travailler l'instrument, parce qu'en fait, le tambour, c'est un instrument comme un autre. Hein. C'est un instrument qui est exigeant, qui demande beaucoup de travail, qui demande du physique en plus, parce que bon. Oui, parce que je vois des fois, quand vous jouez là, des fois le rythme s'accélère brusquement. Voilà, et donc il faut tenir, voilà. Donc, Eh bien, je te remercie beaucoup, Laurent. Donc, on va voir tout à l'heure le concert. Hein. Et donc, je sais que tu vas performer, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci.